Bien entendu, il y a énormément de questions, je suis sûr, parce que beaucoup de gens ici ont été à l'hôpital et ont été en mission à Kaboul. Je commencerai d'emblée. J'ai trois petites questions. La première chose, je me suis toujours intéressé, toujours demandé, est-ce que les négociations qui ont lieu à Chantilly, Chantilly est très près d'Aiglemont, est-ce qu'on pourrait imaginer, Aiglemont étant le siège de l'Agacan, je me suis toujours posé une question, et est-ce que tu peux y répondre? Est-ce qu'il y a une main ou quelque chose? Parce que je vous rappelle que l'hôpital, notre partenaire, c'est l'Agacan, et j'ai du mal à imaginer qu'il y ait une délégation afghane avec une délégation talibane qui est à Chantilly. Je crois qu'il doit y avoir à peu près 1200 mètres entre... Non, je crois que malheureusement, tu rêves. Malheureusement, c'est pas comme ça. Premièrement, l'Agacan évite soigneusement de se mêler de ce genre de questions politiques. Quand il le fait, c'est pas toujours très heureux. Il était très lié à Bachar en Syrie. Et il m'avait tenu des propos extraordinairement favorables et il s'était laissé en fait intoxiquer. Je crois que non, il se tient à distance de ces questions-là. Ils font un travail absolument remarquable. J'ai un chapitre entier de mon livre sur le travail de l'Agacan. Mais ils ne sont pas associés à la négociation. C'est vraiment une affaire purement française et on l'a fait avec beaucoup de timidité sans donner suite d'ailleurs, parce que finalement on pourrait donner suite, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas le temps, mais on pourrait donner suite. Merci. Et j'ai deux petites questions et ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. La première, je voudrais savoir qu'est-ce qu'un ambassadeur quand il y a des otages depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous savez que notre ami qui était... oui, mais celui qui s'est échappé, vous l'avez appris aujourd'hui, qui était retenu depuis 4 mois, viendrait apparaître à Kaboul et il s'est échappé. Et donc, pourquoi je te pose la question, c'est que chacun de nous part, et moi j'ai la hantise, comme Alain, Philippe, beaucoup d'ici, d'avoir un coup de téléphone un soir, et que l'un de nous, nos amis de l'ambassade, et je voulais savoir qu'est-ce que pense un ambassadeur le soir dans sa chambre. Et enfin, dernière question, et qu'est-ce qu'il sait vraiment? Et enfin, je sais que tu as vécu les élections et que ce système est tout à fait particulier. Il y a les élections en 2014 et ces élections, tout le monde dit que les Nations Unies ne pourront absolument pas les préparer, que les listes électorales ne seront pas à jour et qu'en fait Karzai jouerait la montre pour dire au dernier moment, vous voyez, c'est pas possible et que ça lui permettrait de prolonger les choses. Voilà, je laisse ensuite. Sur les affaires d'otages, je crois malheureusement qu'on ne peut pas se prémunir contre le risque d'une prise d'otage. On peut prendre un certain nombre de précautions sages qui ont été prises dans l'ensemble, mais on ne peut pas éliminer totalement le risque. Et il faut malheureusement accepter qu'il y a un risque lié à l'aide et à la présence d'Occidentaux. Bon, encore une fois, il faut le minimiser. Il y a des tas de règles de sécurité qu'on applique qui permettent de minimiser ça, mais ça peut pas être zéro. Pour un ambassadeur, c'est évidemment une obsession permanente. Moi, j'avais pris, ayant un tempérament très, très différent de celui de mon successeur, qui était un remarquable ambassadeur, mais qui était responsable des questions de renseignement à l'Élysée quand il est arrivé. Lui a pris des positions extrêmement strictes, avec des règles extrêmement strictes imposées à l'ensemble du personnel de l'ambassade, et en pratique rendant très difficile les sorties de ce personnel. Et il a probablement raison, parce que le droit français prévoit que s'il y a un incident grave, c'est le patron qui est responsable, et c'est lui qui va être traîné devant les tribunaux, le cas échéant, par les représentants d'une famille, s'il y a quelque chose qui se passe et qu'on a considéré qu'il n'a pas pris, en vertu du principe de précaution, les mesures de précaution nécessaires. Mais moi, j'ai considéré que c'était tout à fait inacceptable. Je voyais que c'était comme ça que fonctionnaient les ambassades américaines, allemandes et japonaises, par exemple, et ce qui faisait que le personnel de ces ambassades ne sortait jamais. Un Américain pouvait passer 6 mois ou 1 an à Kaboul, il revenait peut-être en héros national dans sa capitale, mais le fait est qu'il n'était jamais sorti, même des murs de l'ambassade. Ce n'était pas vrai pour la totalité, il y en avait quelques-uns, il y avait quelques exceptions, mais quand même 99,7% du personnel de l'ambassade était dans cette situation. C'était évidemment inacceptable avec des petites équipes comme les nôtres, et j'ai délibérément pris le risque
d'avoir des procédures de sécurité beaucoup moins souples. Bon, c'était évidemment quelque chose auquel je pensais très souvent, ne serait-ce que parce que j'ai eu 6 prises d'otages, que je les ai gérées très étroitement avec les services de renseignement français, et que je connais extraordinairement bien ce sujet, et c'était quelque chose d'obsédant. Du matin au soir, il fallait en permanence traiter de ces questions. Et comme il n'y avait personne qui était au courant du dossier, sauf l'ambassadeur, c'était un dossier que je traitais moi-même. Le secret veut que finalement, quand on veut garder quelque chose secret, on n'en parle à personne. Et évidemment, j'en parlais à personne, sauf au jour de la DGSE. Et c'était vraiment... à chaque fois, ça a été un travail extrêmement angoissant et une grande satisfaction chaque fois qu'on est abouti à la libération de l'un des otages. Une des choses à titre personnel à laquelle je pensais parfois la nuit, c'était de me dire qu'en tout cas, si j'étais attaqué dans la chambre, je souhaitais pouvoir me défendre. Donc j'avais demandé à mon garde de sécurité s'il pouvait me donner un revolver. Parce que j'étais seul, en fait, dans un coin de l'ambassade, alors que tout le reste du personnel était ailleurs. Et c'était un homme sage, avec un accent assez fort du Sud. Et il m'avait dit, monsieur l'ambassadeur, si quelqu'un se présente dans votre chambre, il était un peu rocailleux, parce qu'il était de ce coin-là, et que je vous donne un revolver, est-ce que vous allez lui tirer dedans? J'ai réfléchi, je lui ai dit, pas spontanément, non. Alors il m'a dit, alors je vous donne pas de revolver. Parce que ça sert à rien, parce que lui, il est armé, et lui, il va pas hésiter à vous tirer, si vous avez une arme. Donc oui, évidemment, c'était des choses auxquelles on pensait. Les élections. Ah, les élections. Tu veux dire mon association aux élections? Ou les futures? Les futures élections, et sur le fait que c'est totalement irréaliste de croire qu'elles vont pouvoir se passer à 2014, puisque les listes électorales et je dirais la puissance organisatrice, les Nations Unies, entre guillemets, n'y arriveraient pas. Je crois malheureusement que ça va être absolument épouvantable, parce que j'ai vécu des élections précédentes, les présidentielles et législatives, et c'était absolument un cauchemar, et ça a été des opérations extrêmement lourdes sur le plan logistique pour arriver à des élections dans lesquelles on n'a pas réussi à éviter la fraude. On a réussi à éviter que cette fraude n'impacte sur le résultat des élections. C'est-à-dire que finalement, les élections, selon la formule de Kerry, qui était assez bonne, qui était venue pour l'élection présidentielle, étaient acceptables. Elles étaient à peu près légitimes et acceptables. Bon, là, il va y avoir un problème, pour des raisons totalement absurdes d'ailleurs. L'un des premiers obstacles à la tenue d'élections qui se tiennent correctement dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas d'état civil. Et on ne peut pas arriver à dresser un état civil en Afghanistan, bien que des nations comme par exemple l'Allemagne, les États-Unis, enfin surtout les Allemands, avaient proposé de financer un recensement qui permettrait l'établissement d'un état civil. Et en fait, le gouvernement afghan n'y a jamais été très favorable. Et les Américains, qui écoutaient volontiers ce genre d'arguments des Afghans, n'y poussaient pas trop non plus. Tout simplement parce que si on faisait un recensement avec un véritable état civil, ça allait établir de façon claire quel était le poids relatif de chacune des ethnies. Et comme on n'en sait rien, on ne sait absolument pas si les Pashtuns sont toujours majoritaires dans le pays. Les Tadjiks prétendent que maintenant c'est plus le cas. Mais peut-être que c'est l'inverse, qu'au contraire, ils sont multipliés de façon très importante, on n'en sait rien. Donc personne n'avait intérêt à ce que ça se fasse. Bon, ça, c'était quand même un obstacle important. Et le deuxième, c'est le système qui a été mis en place pour les bulletins de vote, enfin pour les cartes d'électeurs, qui est un système complètement abracadabrant, qui fait qu'il y a eu un nombre considérable de cartes d'électeurs qui ont été délivrées lors des dernières élections, qui vont servir à nouveau pour la prochaine élection, parce que tout simplement on n'a pas fait le travail nécessaire pour que ça puisse se rétablir dans des conditions acceptables, et évidemment il va y avoir une fraude massive. Donc je pense que les élections vont être très difficiles, oui, ça, oui. Je crois que c'est comme ça, tu fais partie de la famille des grands ambassadeurs. Tu n'y peux rien, c'est comme ça. Alors je m'interroge sur ton cas. Parce que j'aimerais que tu nous décrives un peu ton parcours, parce que peut-être es-tu un grand ambassadeur du fait d'un parcours un peu atypique pour le Quai d'Orsay. Et je te sens très réservé sur le Quai d'Orsay. Est-ce que tu pourrais nous éclairer
sur quelles sont les difficultés à fonctionner. Tu as été en position chaude, entre guillemets, à l'Afghanistan. Est-ce que tu as été contraint? Est-ce que tu avais un sentiment d'isolement? Et comment réagit un grand ambassadeur dans des situations difficiles? Les gens s'est filmé. Hein. Oui, exactement, oui. Je vais essayer de faire une réponse de petit ambassadeur. Non, merci, c'est très gentil de faire ces commentaires, mais je crois que... oui, j'ai d'abord une carrière complètement atypique, pour commencer. Décrit pour les jeunes. Parce que je suis rentré au Quai d'Orsay de façon tout à fait normale. J'ai fait une carrière même peut-être plus que normale, comme dirait notre président. C'est-à-dire que j'ai été en poste très rapidement aux affaires européennes, aux affaires petits comitères et stratégiques, qui étaient un peu les affaires prestigieuses de la maison, au centre d'analyse et de prévision, qui était la bande de jeunes Turcs qui travaillaient autour du ministre. Puis ensuite, je suis parti en poste aux Nations Unies, à New York. J'étais à Washington. Et là, j'ai décidé, au moment où il fallait revenir à Paris, que j'avais envie d'aller voir dans le privé, en gros. C'était pas totalement... il y avait diverses raisons, des raisons personnelles, familiales, etc. Mais il y avait également une grande irritation à l'époque, parce que le gouvernement de l'époque, en 1981, était un peu comme le gouvernement qui est arrivé au pouvoir il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme, des tas d'idées tout à fait excellentes, mais qui malheureusement étaient totalement inapplicables et souvent complètement distordues par rapport à la réalité de l'époque. Comme on le sait d'ailleurs, puisque il y a eu un gouvernement Monroy qui a été remplacé illico presto par un gouvernement différent. Le président Mitterrand a remis de l'ordre là-dedans au bout d'un an. Bon. Et moi, j'étais pas très patient, donc j'ai décidé de partir. Et je suis parti dans le privé. Et là, en gros, j'ai passé une quinzaine d'années dans le privé avec une coupure au milieu, où j'ai été au cabinet du ministre de la Défense. Et ces 15 ans dans le privé, je l'ai passé dans l'industrie, puis dans le conseil en stratégie, plutôt au sommet, en faisant des choses absolument passionnantes. Mais j'avais toujours eu un sens profond du service de l'État. Et je m'étais toujours dit, même au moment où je partais, que je reviendrais après. C'est ce que j'ai fait. Ça a été une bagarre, parce qu'on n'est pas du tout bien reçu quand on revient. Quand finalement Dominique de Villepin, qui était ministre à l'époque, m'a reçu dans son bureau et qu'il m'a dit qu'elle allait me réintégrer. Et j'étais contre la volonté d'un certain nombre de gens dans la maison. Il m'a dit, tu sais, il faut quand même que je te le dise, nous, dans cette maison, on n'aime pas beaucoup les gens comme toi qui vont se faire des couilles en or dans le privé et qui reviennent pour nous piquer des places. Donc c'était assez clair sur la manière dont c'était ressenti par la maison. Je faisais le porte-parole de cette illustre institution. Dans la pratique, ça s'est pas trop mal... Le retour a été un peu difficile, mais ensuite ça s'est pas trop mal passé. Pour moi, j'ai pris la direction des affaires stratégiques au ministère de la Défense, où ça m'a permis de connaître quand même assez bien les armées, et c'est pour ça que spontanément, à la suite, quand on s'est interrogé pour trouver un ambassadeur pour envoyer à Kaboul, au moment où on amplifiait considérablement à la fois notre assistance, on est passé de 1500 hommes à 4500, et on avait un budget de 7 millions d'euros, et on est passé très rapidement à 40 millions d'euros par an, ce qui n'était pas considérable, mais enfin, ça faisait une différence importante, qu'on m'a demandé si je voulais y aller. J'ai sauté dedans et j'y étais. Alors, les conditions du départ ont fait qu'on m'a demandé de partir en 15 jours, donc on peut pas dire que la préparation était intense, mais enfin, j'étais pas si mal préparé que ça, et je suis arrivé dans une ambassade qui était quand même très largement à l'abandon. Donc il a fallu que je me batte contre une bureaucratie qui n'était pas très attentive aux priorités fixées par le président de la République et par le gouvernement. J'y suis arrivé, ça a été un peu douloureux. Dans l'ensemble, je pense qu'on avait une ambassade qui fonctionnait bien. Nous en avons un représentant ici. Deux. Ah oui, deux, pardon, je suis désolé. J'avais pas vu. Et je crois que ça s'est passé plutôt bien. J'ai fini par avoir les moyens nécessaires
et faire le travail. Et en revanche, c'était extraordinaire parce que la contrepartie, c'était comme il y avait très peu de gens pour s'occuper de l'Afghanistan au ministère des Affaires étrangères à Paris, et finalement beaucoup, mais qui se neutralisaient au ministère de la Défense à Paris également, l'ambassade avait un poids considérable et ce qu'on disait était écouté et lu. Et je dois dire que moi, chaque fois que je venais à Paris, j'avais pas trop de mal pour aller voir les gens au sommet pour me faire écouter. Au sommet, vraiment, au sommet de l'État. Et ça a été une aventure extraordinaire parce que j'avais finalement une liberté très 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 grande et j'ai réussi à mettre en œuvre la politique de la France et à établir une influence française dans des conditions qui n'étaient peut-être pas optimales mais qui finalement étaient quand même très 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 intéressantes. Je voudrais juste rajouter un point qui est que les Français qui ont l'esprit volontiers critique s'interrogent en permanence, notamment mes collègues du Quai d'Orsay qui sont dans l'ensemble un corps intelligent, très dévoué à sa tâche et très travailleur, avec des gens de qualité. Alors, c'est la coupe de Gauss, hein, il y a tout, il y a des gens remarquables, bien sûr, au milieu, il y a des gens de qualité, puis il y a des gens qui ne sont pas très bons. Et enfin, dans l'ensemble, quand même, c'est un corps de qualité, très dévoué, très compétent. S'interroge toujours sur les qualités du Quai d'Orsay. Il y a deux anecdotes que je raconterai. La première, c'est une anecdote qu'on me racontait quand je suis arrivé dans la maison, qui était je trouve assez bonne et s'applique probablement toujours à l'heure actuelle, qui est que dans un couloir, de ces innombrables couloirs du Quai d'Orsay, il y a deux personnes qui ressemblent probablement à moi aujourd'hui, qui sont en train de parler gravement en disant ouais, c'est pas possible, alors vraiment, le ministre il fait rien, et puis nos bureaux sont dégueulasses, puis on n'a pas les moyens, puis on nous a coupé les crédits pour ci, puis ça, puis de toute façon les jeunes sont bons à rien, ils ne font rien du tout, ça fonctionne mal, rien ne fonctionne, etc. Puis tout d'un coup, après avoir dit ça pendant un bon quart d'heure dans le couloir, il y en a un qui dit bon, allez, on va quand même y retourner parce que tout ça, c'est très bien, mais c'est quand même mieux que de travailler. Ce qu'on disait les diplomates. Et l'autre, c'est une anecdote, alors l'a vécu souvent, qui est que chaque fois que j'ai eu des discussions avec mes collègues anglais, et que je leur disais, vous savez, nous les Français, on regarde la diplomatie anglaise, on la trouve incroyablement professionnelle, on est frappé par l'efficacité de la formation, de leur système de reporting, de la façon dont ils voyagent pour participer à des réunions à Londres, alors que nous, on nous laisse finalement dans la capitale, etc. On se dit, vraiment, les Britanniques sont quand même meilleurs que nous. Alors, à chaque fois, il y a toujours la même chose, c'est-à-dire un petit sourire en coin. Puis, mais oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Mais nous, chaque fois qu'on parle, on se dit vraiment, les Français, regardez, ils sont partout, ils sont à l'Union européenne, à l'OTAN, ils sont très présents partout. Vraiment, ils ont un système diplomatique qui fonctionne tellement mieux que le nôtre. Donc, je crois qu'il faut quand même relativiser. Voilà. Les troupes occidentales vont quitter l'Afghanistan les dernières en 2014, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce qui va se passer en Afghanistan une fois qu'il n'y aura plus de troupes occidentales? Quel est votre pronostic? C'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure sous forme de scénario ou de scénarii. C'est très difficile de dire à l'heure actuelle parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. La première, c'est qu'est-ce que vont faire les talibans? Est-ce qu'ils vont continuer à croire qu'ils peuvent prendre le pouvoir? Et si oui, ça va rendre les choses extraordinairement difficiles. S'ils prennent le pouvoir, de toute façon, ce ne sera pas un pouvoir stable, parce qu'une grande partie de la population ne les acceptera pas. Donc on reverra se produire une situation du type de celle qu'il y a eu dans le passé, avec tout simplement des forces moudjahidines qui se battront contre les talibans. Et je crois qu'ils sont un peu conscients de ça, donc ils vont essayer d'arriver plutôt à une solution négociée. C'est pour ça que moi je crois plutôt que si on continue à aider le gouvernement afghan à s'assurer que les règles de la démocratie sont à peu près respectées, à leur donner les moyens nécessaires sous forme de soutien logistique, de soutien à la formation, d'aide au renseignement, d'aide au command and control, comme disent les Français en bon anglais, et qu'on a donc des forces de sécurité qui fonctionnent de façon satisfaisante. On continue également à leur donner une assistance. Je n'ai pas parlé des programmes d'assistance français, mais enfin, on est quand même très présent dans beaucoup de secteurs. L'éducation, la culture, l'agriculture, la santé.
Bon, si tout le monde fait son boulot, ce pays ne sera pas abandonné, ça pourra continuer à fonctionner. Et un jour, ils arriveront quand même peut-être à une stabilisation et à une disparition des mouvements les plus extrêmes chez les talibans. Ce qu'il faut éviter, en tout cas en priorité, c'est le retour des djihadistes. Nos intérêts de sécurité là sont extrêmement clairs. On ne peut pas admettre que le djihadisme international, Al-Qaïda ou toute autre forme de djihadisme reprenne le contrôle du pays et puisse opérer contre les intérêts du monde à partir de l'Afghanistan. Monsieur l'ambassadeur Agnès Simon, je suis sage-femme et j'aurais voulu savoir, est-ce que les femmes au sein de la cellule familiale qui en ont assez d'avoir perdu leur père, leur frère, leur mari et leurs fils et leurs enfants à la guerre, peuvent avoir un impact au sein de la cellule familiale et au sein de la vie civile pour justement pousser vers des solutions pacifiques et ne pas une reprise de la guerre civile? Alors, si vous voulez, les femmes afghanes jouent un rôle très important dans les élites. Elles sont tout à fait remarquables. C'est d'ailleurs une anecdote que je raconte au sujet du passage de Ramayad à ce sujet, qui m'avait un peu embarrassé. Sont vraiment des gens tout à fait remarquables et tout à fait courageux, jouant un rôle très important. Mais ça ne représente rien. Il faut voir que la majorité du pays ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai une anecdote à vous raconter. Pendant l'une des prises d'otages, qui était une prise d'otage particulièrement malheureuse, les preneurs d'otages se sont jetés sur le malheureux qui ensuite a été pris en otage dans la rue et étaient là avec c'était deux types avec des kalachs qui avaient bloqué la voiture de l'ONG qui le transportait. Et un policier des services de renseignement afghans est sorti de chez lui, a vu ça, n'a écouté que son cœur, c'était un jeune type, il avait 27 ans, il s'est précipité et il a essayé d'arracher une des kalachnikovs de l'un des preneurs d'otages, l'autre s'est retourné, il a criblé de balles et tué. Bon. Pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que la prise d'otage s'est passée, on a fait le nécessaire, il a été libéré un mois après, ce qui était quand même pas mal. C'était plutôt un bon travail de la part des services français et en collaboration avec les services afghans. Et puis on s'est interrogé de savoir ce qu'on allait faire quand même pour la veuve de ce monsieur qui avait 2 enfants et qui était elle-même très jeune. Et donc, très, très généreusement, les services de renseignement français, en liaison avec leurs collègues afghans, ont décidé qu'ils feraient quelque chose, parce qu'ils avaient des fonds. Et les ONG se sont collectées pour donner également des fonds. Et on a donné une somme relativement importante. Je crois que, souvenir, il me semble que c'était quelque chose comme, je dis probablement une bêtise, il me semble que c'était 30 000 €, ce qui était très important pour quelqu'un dans cette situation, de façon à ce que cette femme puisse survivre, tout simplement, parce qu'elle avait 2 enfants, il fallait qu'elle puisse vivre. Bon, puis on était très contents. Puis 3 mois se sont passés, et un jour, un de mes collaborateurs afghans me dit, écoutez, je suis un peu embêté, il y a dans le bureau du consul une femme avec 2 enfants qui vient un peu pleurer misère, parce que vous savez, c'est la femme de ce type qui a été tué au moment de la prise d'otage, et elle dit qu'elle n'a pas de quoi vivre, elle se demande si on ne pourrait pas lui donner du travail et faire quelque chose pour elle. Alors, je demande des explications, et l'explication que j'ai est la suivante. C'est qu'en gros, cette dame que je vois, et qui, par un traducteur, m'explique en substance que son beau-père lui avait demandé d'épouser un des frères, conformément à la loi musulmane. Et elle s'y était refusée absolument, parce que je crois que c'est pas trahir un grand secret que de dire dans ces cas-là, la situation de ces femmes est épouvantable parce qu'elles sont souvent abusées par l'ensemble des frères. Il y en a plusieurs. Bon. Donc c'est quelque chose qu'en général, elles n'acceptent pas. Ce qui était le cas, elle n'a pas accepté. Mais quand on a donné l'argent, l'argent ne se donne pas à une femme. C'est pas possible. Elle se donne au chef de famille. Donc elle a été donnée au père du mort. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a expulsée de la maison, puisqu'elle avait refusé l'application de la loi, et qu'elle n'avait pas épousé un des frères du décédé.
Et lui, disait-elle, enfin de ce qui ressortait de ses propos, c'est qu'il avait monté une affaire de taxi et qu'il avait fait un grand voyage à la Mecque et qu'il était désormais hadji. Donc c'était devenu un personnage considérable, il se promenait avec son chapeau, il était hadji, et en plus il y avait une affaire de taxi. Et elle crevait de misère, elle avait été obligée de s'installer en fait chez le frère, chez un de ses frères qui faisait des études, et elle ne savait pas comment faire, parce qu'avec 2 enfants qui étaient des enfants à bas âge, elle ne pouvait même pas travailler. On essayait de s'interroger pour savoir ce qu'elle pouvait faire, elle parlait pas autre chose que le dari, et de toute façon elle ne savait rien faire. Donc il n'y avait pas de solution. Voilà. Je vous raconte cette anecdote pour vous dire que l'état d'asservissement des femmes dans une population aussi peu évoluée est quand même tout à fait affligeant. Mais François, c'est un sujet que tu connais bien, non sur lequel tu peux... Je peux juste donner une anecdote peut-être. Oui, merci beaucoup. Bon, c'est vrai qu'on pourrait avoir beaucoup de choses à dire. Non, simplement, donc j'étais en train de dire en aparté, par rapport à l'exemple que tu viens de citer, l'importance, mais chacun ici le sait, notamment dans d'autres pays aussi, qu'il faut toujours être attentif à là où on est et à être en capacité d'intégrer aussi les coutumes, les habitudes, etc. Et bon, voilà. Non, juste une petite anecdote par rapport à ce que tu dis, parce que moi je suis davantage optimiste. Qu'est-ce que tu as laissé entendre là, quand j'y étais, nous étions ensemble, enfin pas en même temps, mais nous étions ensemble. Moi j'y allais pour pas mal de choses, et notamment l'association Mères pour la Paix que tu connais, et on voulait ouvrir ce qu'on appelle une clinique, mais enfin c'est plutôt un dispensaire, et 2 cliniques mobiles. Et donc je devais expertiser un petit peu le village, etc. Bon, bref, donc je rencontre le Malek, le Mollah, le responsable de la Choura, enfin le banc à l'arrière-banc, et il me montre un local qui avait été justement une sorte de dispensaire. Donc on fracture la serrure, on rentre à l'intérieur du local pour voir un petit peu comment c'était, etc. Et puis au mur, je vois une espèce un grand papier blanc avec dessus, scotché, un préservatif, une plaque de pilule, et puis une seringue avec une petite ampoule. Et c'est écrit en dari, donc autour. Bref, donc je demande à mon traducteur, je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a d'écrit? Alors il me dit, bah oui, ça c'est un codum. Je dis, ah, j'ai compris. C'est une plaque de pilule, oui, ça d'accord, ça va. Mais bon, mais ça veut dire quoi? Et il me dit, je sais pas, c'est simplement la description. Alors, donc le Malek était avec moi, et je lui dis, demande-lui s'il est d'accord avec ça et ce qu'il en pense. Et le Malek dit, mais bien sûr qu'on est d'accord. Et vraiment, oui, ça fait partie de ce que voudrait que vous fassiez dans le village, de manière à ce que nos femmes n'aient pas 15 enfants. Nous, on veut avoir beaucoup d'enfants, mais on veut qu'ils vivent et on veut que nos femmes soient bien, etc. Et je dis, mais attends, j'ai pas tout compris. Et je redemande à mon traducteur, je dis, demande-lui si les autorités religieuses sont d'accord. Hein, parce que lui, il dit ça, mais... et donc, il reformule la question, et il me dit, mais bien sûr que les autorités religieuses sont d'accord, parce qu'ils veulent que les femmes vivent, etc. Et j'ai trouvé ça quand même sacrément positif. Donc tu parles des problématiques de femmes. C'est dans un village, donc du côté un petit peu dans la montagne, dans la plaine de Chamali, vers Tcharika. Et je crois qu'il y a beaucoup de facilité comme ça. Si on arrive à bien intégrer les bonnes valeurs, à bien faire comprendre l'intérêt justement d'un genre de planning familial par exemple, et là c'est les femmes qui le veulent, elles ont réussi à convaincre leurs hommes que c'est peut-être plus cohérent. Voilà. Et puis je pourrais en raconter encore d'autres anecdotes du même genre. Donc moi j'ai l'espoir que ça peut changer grâce aux femmes. Je ne pense pas qu'on soit en désaccord, mais la pente est lourde. Voilà. Parce que les 2 histoires que je raconte sont... Celle que tu racontes et celle que je raconte se coexistent dans la même... C'est une société extraordinairement dure. Moi je me souviens que quand je suis arrivé, j'avais été horrifié parce que j'avais lu dans la presse une histoire épouvantable qui était 2 jeunes paysans, ménage, un homme et sa femme, avec 2 enfants. Il y avait eu des sécheresses épouvantables l'année précédente. Et donc ces gens avaient été obligés de manger leurs réserves de grains. Ayant mangé leurs réserves de grains, ils n'étaient plus capables de semer au moment de la reprise de la culture au printemps. Et donc, au moment de l'été, ils n'avaient rien à récolter. Et dans tout autre pays, normalement, ils seraient tournés vers la communauté et on les aurait aidés. Mais ce sont des pays qui sont tellement pauvres, tellement durs, que là, personne ne les a aidés. Ils sont montés dans la montagne avec leurs enfants. Et un mois plus tard, on les a vus redescendre, maigres évidemment comme des coucous, ils n'avaient rien mangé, et les enfants morts, portant leurs enfants morts dans leurs bras. Ça, c'est quand même une réalité
qui est inimaginable dans des tas de pays. C'est la réalité afghane. Monsieur l'ambassadeur, je me demandais, vous avez évoqué tout à l'heure les problèmes posés par l'aide humanitaire, et je voulais savoir si vous pouviez nous préciser, nous donner quelques détails sur ce point. Moi, je crois que le point, il y a beaucoup de points là-dedans. Le premier, je vais essayer de les faire et d'être un peu synthétique. Le premier, c'est que quand on arrive dans un pays en crise comme ça, où la reconstruction est une priorité, ça s'applique à la fois à l'Afghanistan, mais à d'autres pays. Je pense que ça s'applique au Congo, par exemple, où il y a quand même un échec monumental de la reconstruction. Et ça s'applique probablement à la situation devant laquelle on va se retrouver au Mali. La priorité, ce n'est pas l'aide économique. Je ne dis pas que l'aide ou l'aide humanitaire. La priorité, c'est la gouvernance. Il faut mettre en place un système de gouvernance, c'est-à-dire une justice qui fonctionne, appuyée sur une police et des forces armées qui assurent la sécurité, et derrière des représentants du gouvernement. Il faut que le pays fonctionne à peu près. Et c'est une chose qu'on ne sait pas faire, et je ne pense pas que les pays occidentaux soient vraiment équipés pour le faire. Je pense que c'est plutôt, on va se tourner de plus en plus vers une aide qui viendra des pays du sud vers le sud. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est que les modèles de l'aide, c'est vrai de tous les modèles occidentaux, de ceux de l'AFD comme ceux de l'USAID ou des systèmes britanniques ou allemands, sont des modèles centralisés dans lesquels des équipes très compétentes, sur le modèle de la Banque mondiale, mettent en place des procédures lourdes. Alors, l'Union européenne, c'est des procédures de 4 ans, des programmes et des procédures de 4 ans, pour aider à la reconstruction du pays, souvent de façon extrêmement compétente et valable, avec un sérieux incontestable, mais en passant par le gouvernement central. Or, en fait, dans la plupart des pays, le gouvernement central ne fonctionne pas. Nous, on avait des programmes remarquables qui passaient par le ministère du gouvernement rural, enfin de la reconstruction, comment ça s'appelle, le ministère du développement rural, qui était tout à fait extraordinaire, qui passait par la mise en place de conseils de village élus de façon à représenter l'ensemble de la communauté villageoise, je passe les détails, et qui donnait à ces conseils de village le pouvoir d'établir en fait des priorités dans les projets dont ils avaient besoin, et ensuite on leur donnait le financement. Le problème, c'est que c'était admirable, mais ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait tout simplement pas les gens pour les faire fonctionner. Donc on donnait des crédits qui n'étaient pas dépensés. Et ça s'applique en général, en grande partie, au système de l'aide. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ben, pour justifier, et c'était vrai de tous les pays occidentaux, notamment par exemple les pays nordiques, qui avaient des crédits très très importants, les États-Unis, j'ai parlé de 3 à 4 milliards de dollars à dépenser chaque année. Ben, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils passaient par le système des appels d'offres, qui fait qu'on appelle une grande société américaine ou suédoise, ou je ne sais pas quoi, qui reçoit des crédits très 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 importants, qui ensuite sous-traite à une autre société, qui ensuite sous-traite à une société locale, et ça aboutit à des systèmes extrêmement inefficaces et parfaitement corrupteurs. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, une petite question. Avez-vous une idée de l'avenir des Afghans qui ont travaillé pour l'armée française ? Ah oui, ça c'est une bonne question, et je peux vous rassurer, c'est une question sur laquelle on s'est penché avec un sénateur de la République qui a, avec un groupe de sénateurs, posé une question écrite à ce sujet. Il a fait même une démarche au ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, et la réponse a été du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Défense a été positive. C'est-à-dire qu'en gros, on s'inquiète de ce qu'il n'y ait pas une répétition de la situation des harkis. C'est ça. C'est-à-dire que les gens qui ont travaillé, en tout cas pour la France, les Américains le font également, pour la France, aient la possibilité, eux-mêmes et leurs familles, si leur sécurité est réellement mise en cause, de revenir en France et de s'installer en France. Et c'est d'autant plus souhaitable que ce sont des gens en général extrêmement compétents et en tout cas qui ont un avantage immense, c'est qu'ils parlent le français. Le problème, c'est que derrière, il faut prendre en charge la famille. C'est quand même lourd. On va le faire. Merci Eric. Surtout, merci Jean, je crois que c'était absolument passionnant sur le fond et tu as pris de la hauteur et en même temps pour nous tous qui travaillons
dans ce pays depuis de très nombreuses années. C'est un sujet qui nous tient extrêmement à cœur. Et bien sûr, on a des inquiétudes. Et à travers toutes les questions que tu as entendues, c'est le vécu qu'on a de ces questions, parce que beaucoup nous disent tout le monde s'en va et vous êtes en train de construire une maternité. Est-ce que vraiment c'est profondément raisonnable? La réponse est oui. Merci. Sans hésitation. Alors, ça... Donc, moi, je recommande vraiment, et Fabienne, peut-être que pour tous les missionnaires qui partent, ce serait... je pense que vraiment, ce serait un ouvrage qu'on devrait donner aux missionnaires, parce que ça leur permettrait, pendant les longues attentes à Dubaï, déjà de savoir ce qui va les attendre une fois qu'ils survolent ces montagnes et qu'il va y avoir cette descente sur Kaboul. Jean, merci du fond du cœur. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous dire, Jean, il y a une règle, il y a toujours un petit verre après, et si quelques-uns, si tu veux faire quelques signatures, ça sera un grand plaisir. Je voulais vous demander, juste avant que vous vous leviez, vous savez que la chaîne de l'espoir, c'est un collectif. Il n'existe que parce que on est tous là, vous êtes là. Il y en a qui sont partis en mission hier, ou d'autres qui sont revenus. Et vous savez, en 81, lorsque nous étions en Médecins du Monde, c'était encore le début de Médecins du Monde. Et un jour, mon oncle, Claude Chesson, que tu as connu, au moment où justement tu as quitté ce ministère parce que tu n'en pouvais plus, était venu à l'Assemblée Générale, le Médecin du Monde, et il nous avait dit « N'oubliez jamais d'être le poil à gratter des démocraties ». Et j'ai trouvé que c'était une expression, moi, qui m'est toujours restée. Et c'est un peu dans cet esprit que nous tous, nous avons voulu faire ces lundis de la chaîne, où on parle, qu'est-ce qui est venu il y a un mois, excusez-moi, Eli Cohen, Eric Orsena, Basbouze et autres, c'est-à-dire qui essayent de nous emmener dans des sphères que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on a été dans certains pays et on opère. Et ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, moi, ça m'a beaucoup marqué. Et je crois que nous aimerions beaucoup avoir votre avis, parce qu'on essaye en permanence bien sûr, de soigner, de former. C'est pour ça qu'on est là. Mais aussi, on est là pour réfléchir, pour échanger, pour... se bousculer les uns les autres sur des idées qu'on croit toutes faites, sur, par exemple, lorsque Philippe, je sais pas pourquoi je parle beaucoup de toi ce soir, c'est bizarre, mais quand tu rentres de Colombie, ça fait quand même 10 ans que tu y vas. Alors toi, tu vas faire tes plexus et tes machins, pourquoi tu vas les faire? Parce qu'il y a des exfoliants, parce qu'il y a la drogue, parce que... Mais à chaque fois, tu nous parles médecine. Et je crois que c'est quand même très important qu'on sache où on va, qu'est-ce qui se passe. Actuellement, il y a beaucoup de missionnaires de la chaîne qui vont en Irak. Enfin, c'est pas banal d'aller en Irak. Et ça fait 3 ans ou un peu plus qu'on est en Irak. Moi, j'ai pas entendu parler. Si, je sais ce qu'on y fait. Sylvain, oui. Peut-être que ce serait quand même intéressant de savoir un peu plus. Alors, on va faire probablement... Je crois qu'il y a Pierre Sergent qui vient nous parler bientôt du Mali. Mais l'Irak, faudra en parler. Alors, pourquoi est-ce que vous avez c'est un peu long, excuse-moi, parce que j'ai pas ton habitude. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce petit préambule? C'est qu'on vous a mis alors, bien sûr, ça serait par informatique, ce serait par mail. Ce serait une idée d'une lettre trimestrielle, qui est une lettre, vous savez, par exemple, ça fait 10 ans, ou 12 ans, ou 14 ans qu'on est au Cambodge. Quand même, c'est quand même intéressant de réfléchir un peu ce qui est devenu le Cambodge. Enfin, et donc, Michel Faure, qui est devenu un ami, parce que moi aussi j'ai souffert, mais toi, je vois que tu as souffert tout seul. Mais moi, j'ai souffert avec Michel Faure pour sortir un bouquin. Et il est parti au Cambodge pendant 8-10 jours. Et donc, on a réfléchi à une lettre trimestrielle sur les différents endroits où on est. Alors, bientôt, il y a le Mozambique. Je vous rappelle qu'on a un hôpital qu'on fait tourner au Mozambique depuis 12 ans. Le Mozambique, il s'y est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'évolutions. Je vous rappelle que bientôt, on va faire un hôpital à Dakar, à Brazzaville. Dieu sait qu'on pourra avoir des questionnements sur tous ces pays. Et j'en passe et d'autres. Et donc, l'idée, c'est simplement, c'est un numéro 0. C'est un essai
C'est simplement que vous envoyez un mail à Fabienne ou prenez je crois qu'il y a les coordonnées, Fabienne vous les donnerez. Dites-nous, c'est intéressant, c'est vraiment totalement nul, ça devrait être plus comme ça devrait... mais je dirais que c'est quelque chose pour réfléchir entre nous et participer aux expériences que vivent les uns et les autres lorsqu'ils vont en mission. Voilà, c'est donc essayer de nous renvoyer votre avis et c'est peut-être ça qui fait qu'on continuera ou pas. Merci encore, Jean, merci du fond du cœur. La prochaine fois, le 13 mai, alors c'est très difficile le mois de mai parce qu'entre les ponts, les surponts, les contre-ponts et les RTT, on l'a mis le 13 mai et ça sera notre ami Lantieri. Lantieri, alors c'est peut-être à Philippe ou à je ne sais pas qui d'en parler, parce que chirurgien vasculaire, je ne vais pas parler de la maxillofaciale, mais vous savez, c'est lui qui a fait les greffes de visage. Bernard, tu pourrais nous en parler. Et donc il va venir nous parler non seulement de son expérience médicale, mais de la projection qu'on peut avoir de la chirurgie plastique, notamment sur des pathologies qui sont mutilantes, abominables, bien sûr de guerre, mais aussi le NOMA et bien d'autres pathologies. Et je crois d'avoir la chance de Lantieri qui veut rejoindre la chaîne ici, je crois vraiment que ça sera un moment formidable. Merci, et donc Jean, tu peux rester encore quelques minutes avec nous. Merci.